Bonsoir à chacun et à tous, merci d'être avec nous. Les grandes tendances des élections couplées de dimanche, dans quelques heures ou quelques minutes, annonce de la Sénat depuis cette mi-journée. L'organe en charge de l'organisation des élections compile actuellement les dernières données en provenance des urnes pour dévoiler ce soir même le grand aperçu du scrutin avant les résultats à proprement parler. Campagne électorale silencieuse après l'heure à Cotonou et environ, c'est la déduction qu'on est tenté de faire à la vue des nombreuses affiches, des partis et des posters électoraux toujours placardés dans les rues. Pas de grands changements 5 jours après la clôture de l'opération de conquête des électeurs. Feuille de route de l'année tracée au CES après les vœux de Nouvel An. Les hauts conseillers de la République reprennent du service. C'est parti pour 15 jours d'intenses travaux à la première session 2026 du Conseil économique et social, ouverte hier. Le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde au Bénin a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. La cérémonie a eu lieu au cabinet de Olusegun Ajadi Bakari à Cotonou cet après-midi. Candide Rouenton nous présente ici le point fait par Esther Tofa. Une audience a suivi la remise des copies figurées des lettres de créance par Abhishek Singh, ambassadeur agréé de la République de l'Inde près le Bénin. Cette audience élargie aux membres des deux délégations a porté sur l'état des relations entre Cotonou et New Delhi. Ils ont par ailleurs exploré les secteurs prioritaires visant à consolider la coopération entre le Bénin et l'Inde. De nationalité indienne, M. Abhishek Singh, titulaire d'une licence professionnelle en arts et sciences politiques et d'un diplôme de 3e cycle en gestion de ressources humaines, est né le 3 janvier 1977. Ayant fait son entrée au ministère indien des Affaires étrangères en septembre 2003, il y a occupé de nombreux postes à la centrale comme dans les services extérieurs. À la centrale, le désormais représentant diplomatique de l'Inde au Bénin a été entre autres sous-secrétaire chargé du Pakistan entre 2010 et 2011, secrétaire adjoint au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et directeur de l'Afrique de l'Est et du Sud entre 2017 et 2018. Dans les services extérieurs, il a assumé plusieurs fonctions, à savoir 3e et 2e secrétaire à Beijing en Chine, premier secrétaire et conseiller à la mission permanente à New York, chef de mission adjoint à Berlin en Allemagne de 2016 à 2017, puis à Kaboul en Afghanistan de 2018 à 2020. Avant d'être choisi pour représenter son pays au Bénin, il a été ambassadeur à Caracas de 2020 à 2023. Abhishek Singh occupait depuis 2023 le poste de co-secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères et sous-Sherpa pour le G20 jusqu'à sa désignation en octobre 2025 en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Inde près la République fédérale du Nigeria avec juridiction sur le Bénin. Il est marié et père de 2 enfants. Le suspense touche à sa fin après le double scrutin de dimanche. La Commission électorale nationale autonome annonce la disponibilité des premières tendances des élections législatives et communales pour ce soir. Le conseiller à la Sénat, François Adebayo Abiola, a confirmé que la Sénat a reçu ce mercredi matin l'ensemble des cantines. L'institution a achevé la saisie informatique des 12 départements. Actuellement, les équipes finalisent le traitement des 20 derniers arrondissements restants pour procéder aussi au croisement des données dans le but de garantir la fiabilité du scrutin. Les éléments définitifs vont être prêts en soirée pour permettre au Conseil de délibérer et de proclamer les premières tendances des élections législatives et communales. Et déjà, Idrissou Boukari est sur place à la Sénat à Cotonou pour nous donner des nouvelles. Bonsoir Idrissou, y a-t-il déjà fumée blanche? Bonsoir William Clément. Écoutez, après l'élection législative et communale du dimanche 11 janvier, le peuple béninois retient son souffle dans l'attente des résultats. Ici, à la Commission électorale nationale autonome, le travail se poursuit sans relâche. Les équipes techniques, les membres de l'institution sont toujours à pied d'œuvre pour le traitement et la consolidation des données électorales venues de l'ensemble du territoire national.
À cette heure, les derniers réglages sont encore en cours. Il s'agit notamment de la vérification, de la centralisation et de la sécurisation des résultats transmis par les agents électoraux. La Sénat s'active ainsi à pouvoir dévoiler dans les heures et même les minutes à suivre les grandes tendances issues de ce double scrutin en attendant bien sûr la proclamation officielle et définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, des tendances que les partis politiques attendent avec beaucoup d'attention, chacun espérant confirmer ou améliorer son positionnement sur l'échiquier politique national et local. Les états-majors des partis politiques sont donc en attente, sont donc en alerte, suspendus aux chiffres qui seront communiqués par l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. William, l'ambiance ici reste studieuse, marquée par une forte mobilisation des équipes conscientes de l'enjeu et de l'attente des populations. Mais ce n'est pas encore le grand monde comme d'habitude et la nuit risque donc d'être longue, sinon très longue, ici au siège de la Commission électorale nationale autonome. Nous restons bien entendu sur place pour vous tenir informés dès que les premières tendances seront rendues publiques. William. Merci, nous vous en savons gré. Idrissou Boukari en direct de la Sénat pour ce point de situation relativement à la disponibilité des grandes tendances ce soir même à la Sénat. Eh bien, après son travail dans les bureaux de vote le dimanche dernier, la mission d'observation des experts électoraux de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale était à la Sénat hier. Il était question de transmettre le rapport de la mission qui relève les qualités et les faiblesses du processus électoral en attendant la proclamation des résultats. La mission qui a été accréditée par la commission électorale a félicité le Bénin pour l'organisation de ces élections sans incident. Je vous propose un extrait de l'intervention du porte-parole de la délégation. De bon temps qu'on puisse venir rendre compte à cette instance fêtière qui est bien sûr l'organe organisatrice de cet événement. Et au-delà de cela, suite aussi à notre déclaration préliminaire qui a été faite ce matin devant la presse, venu également dire merci au président de la commission pour l'hospitalité et la facilitation qui nous a été faite pour circuler sur l'ensemble du territoire national. En toute quiétude, nous avons déployé nos observateurs en synergie avec la mission Monarchie nationale, et ce qui fait que nous avons couvert une grande partie du territoire national du Bénin et on en ressort très fiers du bon déroulement de ce scrutin malgré quelques couacs qui ne manquent jamais mais qui quand même à la fin sort d'un point très positif selon notre mission venue de l'Afrique centrale. Ils sont satisfaits et sont convaincus de ce que nous sommes des experts vraiment africains qui avons pour cet intérêt l'esprit panafricaniste de voir nos États ne pas sombrer en période électorale, mais plutôt faire des remarques qui soient des remarques qualitatives et surtout des remarques progressistes. Et dont nous profitons à chaque fois que nous allons un peu partout de prendre le Bénin comme un exemple, comme un cas d'école, pour dire aux autres États africains de prendre l'exemple du Bénin qui pendant la période électorale est une période festive où les gens se regardent dans les yeux, se saluent et il n'y a aucune divergence. Donc nous ne devions plus aujourd'hui en Afrique organiser une élection qui crée des hécatombes ou qui fait partie des citoyens de leur pays ou d'autres contrées parce qu'il y a élection. Donc je pense que le Bénin étant ce cas d'école, vous comprenez pourquoi nous partons de loin pour venir participer et aussi profiter, avoir des enseignements parce que le Bénin enseigne en termes aujourd'hui de sa quête vers la démocratie et surtout sa stabilité et la paix, ce qui donne un progrès assez considérable puisqu'on a eu à observer les élections par le passé ici, mais notre arrivée nous montre que le Bénin avance surtout en termes de développement. Et aujourd'hui, le Bénin est une vitrine pour l'Afrique parce que pour partir de chez nous pour ici, on n'a eu aucune contrainte. Ce qui, contraire à d'autres pays où il faut des tracasseries de visa et autres, le Bénin a donc rendu effectif le thème Union africaine. Et nous pensons que ce sens de panafricanisme fait du Bénin aujourd'hui un État qu'il faut respecter et respecté par toute l'Afrique et le monde entier. La campagne électorale est terminée depuis 5 jours déjà, mais les images des candidats et des partis continuent de s'imposer à Cotonou, à Bomé-Calavi et environ,
Dans ces deux grandes villes, affiches et banderoles politiques restent visibles sur de nombreux murs malgré les dispositions légales en vigueur. Une de nos équipes a fait le tour ce matin. Voici le constat de Teddy Goudalo et Jocelyn Bariga. Dans les rues de Cotonou et à Bomé-Calavi, les traces des campagnes électorales pour les communales et législatives restent toujours visibles. Sur les murs, les poteaux électriques et les clôtures, les affiches de partis politiques continuent de s'imposer, donnant à certains quartiers des allures de campagne sans fin. Selon moi, ça prouve que la campagne continue encore. Ce n'est pas bon. En temps normal, juste après les campagnes, on doit prendre soin de tout enlever, de rendre encore la vie aussi belle comme c'était avant. Mais on a constaté que toutes les affiches, n'importe où dans les coins de rue, c'est resté comme ça. Soit c'est déchiré à moitié, soit c'est comme ça. Et bon, bizarre, ça rend un peu très vilain la ville. Le mur là, c'est le col qui est ici. C'est pas place de politique, c'est vilain. Très vilain. À chaque jour, si les gens crient les créations ou bien midi là, c'est ça qu'ils vont concentrer sur ça. Pourtant, la loi est claire. À la fin de la campagne, les acteurs politiques sont tenus de retirer leur support de communication visuelle. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Ce n'est pas bon pour faire des affiches contre les murs et après tout, ils laissent. Ça devient aujourd'hui pour les enfants. C'est les enfants qui balayent ici, juste au fond. Et on a défendu à plusieurs reprises de ne pas le faire. Mais les gens, ils ont persisté, ils l'ont fait et ils ont laissé ça. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour assainir l'environnement de Cotonou. Mais il ne faudrait pas que les leaders politiques qui sont censés sensibiliser la population enfreignent aux lois de la République. Il s'agit d'une vieille tradition. Certes, c'est une vieille tradition. Mais aujourd'hui, nous devons réfléchir à faire évoluer cette vieille tradition vers des pratiques un peu plus responsables. Nous sommes dans une dynamique où actuellement, on est en train de promouvoir le tourisme. Et qui parle de tourisme, parle également de faire attention à la pollution esthétique. Si les élections appartiennent désormais au passé, le grand ménage, lui, se fait attendre. Entre responsabilité citoyenne, respect de la loi et préservation du cadre de vie, la question demeure. Qui pour effacer les dernières traces de la bataille électorale? En attendant, Cotonou et Abomey-Calavi continuent de porter sur leurs murs les stigmates des campagnes électorales. Le Conseil économique et social ouvre officiellement sa première session extraordinaire au titre de l'année 2026. Après les fêtes de fin d'année, les conseillers ont repris avec les plénières pour des réflexions structurées en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les travaux de cette première session au titre de la nouvelle année ont été lancés hier au siège de l'institution pour 15 jours. Les précisions de Candide Rouinto et Elvis Donoukoua. Les conseils membres du Conseil économique et social renouent avec les grandes assises au service de la nation. Ce mardi 13 janvier, ce sont des conseillers plus déterminés qui reviennent aux affaires pour de nouvelles résolutions en 2026. L'atmosphère de ce matin est bien aux couleurs des retrouvailles entre collègues. L'impression d'avoir manqué la chaleur des plénières n'est pas du reste. Les accolades qui laissent place aux premières causeries de l'année. Puis, à l'heure de renouer avec les habitudes, le premier coup de maille de la nouvelle année ouvre les travaux de la première session extraordinaire au titre de l'année 2026. Je perçois en chacun de vous cette flamme, la même, qui nous anime depuis février 2025. L'ambition de faire du Conseil économique et social le laboratoire d'excellence où se dessinent les solutions aux défis de notre temps. Au regard du défi qui nous attend et de la confiance que les pouvoirs publics ont placée en nous, vous convenez avec moi que nous avons le devoir de redoubler d'ardeur
Je voudrais alors compter encore une fois sur vous pour parachever en beauté l'œuvre que nous avions si bien entamée depuis notre installation en février 2025. Cette première rencontre de l'année offre un cadre solennel d'échange de vœux entre l'ensemble du personnel civil et militaire du Conseil économique et social. C'est aussi une occasion pour les conseillers de passer en revue les différents acquis de l'année écoulée. Monsieur le Président, les conseillers de la 7e mandature entendent œuvrer à la consolidation des acquis, à l'amélioration continue de la performance du Conseil économique et social afin que ces avis, recommandations et actions de terrain produisent un impact réel sur les politiques publiques et sur la vie de nos concitoyens. Les travaux de cette première session extraordinaire au titre de l'année vont s'étendre jusqu'au 27 janvier 2026. Durant les 15 jours de la session, plusieurs sujets vont retenir l'attention des conseillers. On cite entre autres la finalisation de l'étude des sujets d'autosaisine portant sur diverses préoccupations, le choix de nombreux sujets d'autosaisine avec à l'appui la présentation des experts identifiés pour accompagner le CES dans les travaux. À peine les lampions des Vodun Days se sont éteints que la cité historique de Ouidah s'illumine à nouveau. Depuis hier, la Maison de la Culture accueille un événement d'un genre nouveau, Kanchicha est son nom. Plus qu'une exposition, c'est une immersion au cœur de ce que l'histoire a de plus sacré et de plus douloureux aussi. Voici le reportage de Ulrich Gaba à l'ouverture. Au centre de l'expérience, un dôme, une bulle magique où la technologie se met au service de la mémoire. Kanchicha, qui signifie le lien, nous transporte dans un récit transatlantique. Après avoir fait ses premiers pas à Rio de Janeiro, ce projet revient sur la terre de ses ancêtres, là où tout a commencé. Si Kanchicha revient aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas un hasard. C'est ici que commencent des histoires qui ont traversé l'Atlantique dans la violence, certes, mais aussi portées par des savoirs, des spiritualités et une capacité remarquable à transmettre et à créer malgré ce concept. Mais c'est aussi un travail qui s'est fait entre 3 continents, 3 façons de penser à travers un récit, une histoire et de l'innovation. Le cœur battant de cette œuvre est un film immersif qui retrace l'aventure humaine d'une équipe ayant travaillé sur 3 continents pour raconter l'histoire de Na Agontime, mère du roi Gezo déporté vers le Brésil. Entre spiritualité et technologie, Kanchicha se veut un dialogue apaisé avec le reste du monde, une main tendue par-delà l'océan pour multiplier les canaux narratifs de notre identité. Pour moi, Kanchicha, c'est le lien entre les 3 temps de la vie, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Le passé, pourquoi? Parce que l'histoire qui est racontée porte sur une histoire réelle, même si il y a une dimension de fiction qui est venue la féconder. Le présent, pourquoi? Parce que ce sont les technologies du présent qui ont permis justement d'avoir cette présentation immersive que nous avons aujourd'hui. Et pourquoi le futur? Parce que quand vous allez faire votre entrée tout à l'heure dans la salle, vous allez voir le dôme, vous allez découvrir un objet futuriste. À travers cette projection, nous affirmons une conviction forte. Le cinéma, et plus largement la création artistique, est un outil puissant de transmission, de conscientisation et de dialogue entre les générations. Il est aussi un espace de liberté où nos récits peuvent enfin être racontés par nous-mêmes. L'ambition est claire, produire une culture populaire en langue locale, capable d'être discutée et partagée à travers le monde entier. Cette exposition-projection se poursuit à la Maison de la Culture de Ouidah jusqu'au 31 janvier 2026. La célébration des religions endogènes dans la 2e semaine de janvier continue d'être perpétuée dans certains couvents. Samedi dernier, nous avons effectué une tournée sur une brochette de lieux de culte vaudou dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici l'ambiance qui y régnait. Dans ce couvent de l'arrondissement de Sivier, l'ambiance est conviviale cet après-midi de 10 janvier. Pendant que les visiteurs échangent les civilités, dans la concession mitoyenne, les femmes s'affairent à la cuisine. Le maître des lieux, pour sa part, après avoir changé son accoutrement, fait une prière à l'une des divinités de son couvent.
Nous étions avec le vaudou que nous appelons Yadjokombi. Yadjokombi est avant toute chose un vaudou de protection. Lorsque vous l'avez chez vous, ça vous protège, ça protège la maison, la famille, femmes, enfants, vous aussi, tous ceux qui vous entourent. Au-delà de cela, lorsque vous avez une préoccupation, vous pouvez aller vers Yadjokombi et demander son aide. Pour le Bokono, la célébration du jour s'inscrit dans un cadre particulier. Et nous sommes en train d'organiser la 26e édition de notre FACPE. C'est une fête que nous faisons chaque année pour remercier Fa Romela de nous avoir accompagnés tout le long de l'année, de nous avoir aidés à assister les clients, tous ceux qui sollicitent notre aide. Alors qu'elle a repris son chemin, notre équipe surprend un groupe de Gungu en pleine démonstration. Ne pouvant vivre le grand spectacle prévu en fin d'après-midi, nous sommes allés à la rencontre de l'organisateur. Il procède en notre présence à une courte séance de prière et de consultation du Fa. On a déjà fait mourir certains animaux, et comme les moutons, les volailles. Bon, nous sommes maintenant en une petite pause afin de bien redémarrer le soir avec les revenants. À notre arrivée dans ce couvent du Révier, l'heure des libations est également déjà passée. Ici aussi, on prie pour le chef de l'État. Les gens sont venus nombreux aujourd'hui. Et nous avons immolé plusieurs moutons et donné à manger à la divinité. Ce lieu sacré est le sanctuaire d'une divinité atypique, Azevodun Letriki. Azevodun Letriki est une divinité bienfaitrice. Il sauve, protège contre la sorcellerie et accorde la longévité. Que tu cherches un travail ou des enfants, il te comblera. Le 10 janvier étant inclus dans le calendrier des Vodun Days, plusieurs dignitaires célèbrent cette journée dans la cité historique de Ouidah. 2025 a été une année de décollage d'un train à plusieurs wagons dans le sport béninois. Des performances significatives ont été enregistrées au niveau de plusieurs disciplines sportives, aussi bien au plan continental qu'à l'international. Globalement, les progrès des athlètes inclus dans les programmes des classes sportives et ces nombreuses initiatives retiennent l'attention. Je vous propose ici quelques précisions. Le programme des classes sportives ramène ses premières médailles au pays. Du 26 juillet au 5 août 2025, 87 athlètes ont représenté le Bénin à la première édition des Jeux africains scolaires en terre algérienne dans 8 disciplines sportives. Après une compétition fructueuse, la délégation béninoise décroche la 12e place sur 50 participantes. Les athlètes béninois sont montés sur le podium dans 3 disciplines. Vous avez porté haut les couleurs de notre pays avec courage, détermination et dignité surtout. Nous sommes fiers de vous. Au niveau du sport roi, l'histoire du football béninois s'écrit désormais de plus en plus avec des couleurs féminines. Celles qu'on appelle les Amazones gagnent du terrain et surtout en notoriété. Elles arrivent aussi à mettre au devant de la scène le football béninois. Tout comme les seniors, les Amazones U17 ont elles aussi frôlé de très près la qualification pour la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Exemptées du premier tour, Ida Azonsou et ses filles ont sorti les Léopards dames U17 de la République démocratique du Congo au 2e tour avant de buter contre les Zambiennes au dernier tour qualificatif. Toutes les fois que je vous ai vu sur le terrain, j'avais les larmes aux yeux. Et le bon mérite est tellement grand du fait que l'équipe est très jeune. Le sport scolaire a aussi été célébré autrement. Au lendemain de la phase finale du championnat national scolaire, le ministère des Sports et l'Office béninois du sport scolaire et université ont organisé la première édition de la Ligue nationale scolaire. Une nouvelle fête sportive aux jeunes talents béninois qui s'est déroulée du 5 au 12 septembre 2025 au stade Omnisport de Goro à Abomey. Durant une semaine,
Les jeunes pépites se sont illustrés dans plusieurs disciplines. Le grand format de ce bilan sportif de 2025 est à suivre sur nos antennes. Et à 20h déjà, c'est l'info continue. Moïse Novillon, journaliste et analyste politique, et Adam Aziz Soulé, journaliste, se retrouvent pour parler élections communales et législatives, le calme d'avant les résultats. Merci d'être au rendez-vous.